que vous n'ayez plus besoin de rien, on va vous faire taire. C'est ce qu'ils ont proposé. Me faire taire, c'est mal me connaître. Mais justement, vous l'avez refusé, je suis d'accord. Voilà. Mais on a quand même essayé, à travers des propositions, bon, ça, d'aller vous mettre à c'est vous qui l'abri. le commente maintenant, moi je ne dirai rien Imam Dicko, par rapport à ça. je l'accepte. D'accord. Mais c'est mal me connaître. Oui. Et je pense même que c'est mal connaître le peuple malien. Et souvent même les peuples de la sous-région. Mais cette sous-région, c'est un peuple, c'est des peuples résistants. Ailleurs, les gens ont été, avec tout le respect que j'ai pour tout le reste de l'Afrique, l'Afrique a été toujours une Afrique résistante, mais il y a des endroits où, pour que le colonisateur s'installe, il a fallu des batailles. Comme au Mali. Comme au Mali, comme en Guinée, comme ailleurs. Il y a des marabouts qui, nos devanciers, qu'on a pris, on a fait exiler, comme Cheikh Ahmed Bamba, comme Cheikh Ahmed Hamahullah, et d'autres personnes. Mais ça veut dire que nous sommes un peuple résistant. On n'est pas un peuple soumis. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui, pour la démocratisation mal conçue et mal orientée qu'on nous a donnée, qui a embourbé le peuple, qui nous a mis dans une situation où on ne sait même plus où est-ce qu'on donne la tête, parce que c'est ce qu'on nous a fait. La démocratie est une bonne chose. Ce n'est même pas un don que l'Occident nous donne. Moi, je refuse même cela. Qu'ils pensent que c'est eux qui nous donnent la démocratie et disons, l'état de droit. Oui. L'état de droit n'est pas une propriété privée, la démocratie n'est pas une propriété privée, non. Oui. C'est quelque chose que le monde entier, ça nous appartient tous. Ça dépend seulement de l'usage que vous en faites. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à eux. C'est à eux, un moment, la force, ils sont venus nous coloniser comme ils veulent, ils nous ont traités comme ils veulent. Aujourd'hui, la liberté aussi, c'est pour eux. Maintenant, ils nous en donnent. On nous dit, voilà ce qu'il faut être pour que vous soyez des démocrates. Vous soyez... Mais écoutez, vous allez m'irriter pour que je parle. Je fais le serment d'être modéré, d'être chose. Sinon, vous allez me faire parler. Okay. Ceux qui pensent ça, ils se l'airent. D'accord. Nous ne sommes pas un peuple soumis. Nous ne prendrons pas la démocratie comme l'aumône. Okay. Non, 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 pas du tout. C'est vous-même qui faites la démocratie, Absolument. Votre propre démocratie. Absolument. Il faut que les Africains acceptent cela. Okay. Maintenant, c'est un cri de cœur que je lance à toute l'Afrique. Okay. Que la démocratie, ce n'est pas l'aumône qu'on nous donne. Et il faut nécessairement qu'on refuse l'aumône. Que nous fassions la démocratie, parce que l'état de droit, c'est notre droit. Nous sommes des hommes libres. Pourquoi insulter le génie africain à tel point que tout ce que nous devrons faire, c'est les autres qui doivent nous dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ça c'est bon, maintenant ce n'est pas bon, vous avez élu votre... Ah oui, nous acceptons, on félicite, donc c'est légal. La CEDEAO. Bon, écoutez... bien évidemment, bon, la CEDEAO, parce que c'est le point d'achoppement. Peut-être je poserai la question là-dessus avant vous savez, donc ça m'a irrité. Vous savez, c'est dans l'hymne national du Mali. Il est dit quelque part, Sakaf Samaloé, en Bamana. Sakaf Samaloé. Voilà. Sakaf Samaloé. Vivre en martyr vaut mieux que de vivre en traître. Oui. C'est exactement ce que ça veut dire, mais les gens n'ont pas interprété jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau. Mais Sakaf Samaloé. Et ça, c'est quelque chose qui est connu dans notre milieu, tout le monde le dit. Mais je reprends ce que mes dévanciers autres ont dit, voilà, qui l'ont déjà dit en Guinée et ailleurs, et pour lequel je suis tellement d'accord. Je suis un imam, c'est vrai. Un imam ne peut pas être, vous êtes un idiot, et que vous ne devrez pas réfléchir, et votre pays, on doit faire tout ce qu'on veut, et vous ne dites rien. Même le grand héros qui glorifie toute l'Afrique aujourd'hui, il est d'abord imam. L'Almami Samori Touré, il s'appelle Almami. Oui. Voilà. Almami, ça veut dire quoi? L'imam. Imam. Oui.
Oui, il est imam. Je ne l'ai pas empêché de défendre l'honneur et la dignité de l'Afrique. Vous pensez que je suis imam, ça doit m'handicaper moi? Non, Et ça n'est doit vous pas. limiter dans la Voilà. mosquée, imam. Normalement. Mais je vais vous poser des questions là-dessus. Vous allez me faire parler, et encore une fois, et puis me mettre dans... Non, 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 Bon, l'objectif n'est pas vous mettre dans l'embarras, absolument pas. voilà. Mais quand on dit l'imam Diko, Mahmoud Diko, l'imam qui fait trembler le palais Koulouba. Non, je ne fais trembler Aujourd'hui, rien. si, aujourd'hui, on a peur de vous. Mais écoutez, non, personne n'a peur de moi. Si, aujourd'hui, Non, on a je vais peur vous de dire, vous. personne n'a peur de moi. Celui qui est là-bas, c'est mon grand frère, je te le dis. Hein. Mais là, il Et vous c'est déteste à réel. ce moment près. Écoutez, s'il m'appelle tout de suite, je vais aller le reprendre. Mais c'est qu'il ne va pas vous appeler. Parce qu'en même temps, il dit des choses sur vous. Je vais vous poser des questions là-dessus. Voyez-vous, Mais je veux dire, aujourd'hui, lui-même, il a peur de vous. Mais ça ne m'empêche pas que si demain il m'appelle, je vais aller dire Koro, je viens à vous. Quel est votre rôle dans le mouvement M5? Ben écoutez, je suis l'autorité morale. L'autorité morale. Ça s'arrête là. Simplement, ça veut dire quoi? Vous ne prenez aucune décision, vous ne donnez aucune directive, vous n'avez pas d'orientation à les donner. Ça veut dire quoi? Parce que pour nous, vous êtes la première personnalité, le premier leader du M5 RFP. M5 est un mouvement où il y a des politiques, il y a des associations, il y a des personnalités. Des religieux aussi. Des religieux aussi, oui, bien sûr. C'est un mosaïque de tout qui est là-dedans. Et moi, je suis vraiment l'autorité morale, comme je l'ai dit. Ils font leurs réunions, ils font leurs délibérations, ils font des choses. Il y a effectivement des questions sur lesquelles on demande mon point de vue. Il y a des moments où même on demande mon implication. Voilà. Et le M5 exige que le président Ibeka démissionne effectivement. Est-ce que c'est vrai que c'est vous qui avez réussi quand même à trouver un autre moyen qui ne serait pas la démission directe du président? Je parlais du mémorandum qui avait été élaboré par après. Absolument affirmatif. Pourquoi vous ne voulez pas qu'Ibeka parte alors qu'il est responsable de tout ce qui arrive? Je crois que de mon point de vue, de mon analyse, ce ne serait pas une bonne chose pour le Mali. La démission du président Ibeka? La démission du président dans ces conditions. Okay. Je pense que, pour moi, dans ma façon de voir les choses, je ne sais pas comment ça va évoluer après, je n'en sais rien. Mais en tout cas, jusqu'à une date récente, je pensais, moi, que ce n'est pas la bonne position. Aujourd'hui, à ce niveau, après les tueries, après tout ce qui s'est passé jusque-là, est-ce que vous pensez toujours qu'il ne doit pas démissionner, le président Ibeka? Ben, c'est celui seul qui peut juger de cela. Mais moi, de mon point de vue, je pense que malgré tout, nous devrons trouver un moyen de nous entendre autour du Mali pour lui permettre vraiment de terminer son mandat, mais dans de bonnes conditions où on va reprendre le Mali en main et faire des élections qui ne vont plus nous amener dans des contestations. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas de divergences entre vous et les leaders du RFP qui demandent que le président Ibeka parte? Je parle par exemple du mouvement de M. Sissoko, qui d'ailleurs a refusé de signer à un moment donné parce que lui, il est radical là-dessus. Oui. Ibeka, c'est le mal, il doit partir. Oui, moi, je comprends sa position. Ce n'est pas une divergence. C'est une façon de voir les choses. C'est pour cela que j'aime toujours à rappeler aux gens que je suis un imam. D'accord. Voilà, il y a des moments politiques. Voilà, je suis un imam, il y a des moments où moi j'ai eu le privilège d'être 11 ans président du Haut Conseil islamique du Mali. Justement. La première association islamique maire du Mali, qui est l'association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam, j'ai fait 20 ans, je suis secrétaire général. Même actuellement, même présentement, je suis le premier vice-président de cette association maire. Voilà. Et présentement, je suis le directeur général de la radio islamique du Mali. D'accord. Même actuellement. Ça n'a pas changé encore. C'est pour vous dire que j'ai moi-même participé à beaucoup de négociations, beaucoup de médiations pour calmer la situation au Mali.
entre le syndicat et le gouvernement, entre des tierces personnes, dans les mosquées, partout en République du Mali, je me suis déplacé pour aller chercher à réconcilier. Oui, effectivement. Et ça nous a étonné d'ailleurs que vous, qui avez toujours été médiateur dans les crises, vous devenez aujourd'hui une partie prenante dans la crise au Mali. Je ne suis pas... moi, je ne vois pas la chose comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, quand les griots, les femmes, les notabilités, les gens, tout le monde est venu me voir, je me suis senti dans l'obligation quand même de respecter la tradition, la culture, la façon de faire de notre pays. Et je voulais que le M5 partage ça avec moi. Nous ne pouvons pas rester sur une seule position. Je leur demande vraiment de céder. La décision du président aujourd'hui n'est pas opportune. Et avec la communauté internationale, ça va nous mettre dans une situation difficile. Ce n'est pas, il ne faut pas le chercher, ce n'est pas bon. Et c'est ce qui risque, ce qui est en train d'arriver. Parce qu'après, le M5 a refusé la proposition de la CEDEAO, la proposition de reprendre les élections législatives partiellement en faisant démissionner les députés mis en cause, la formation d'un gouvernement d'union nationale, la recomposition de certaines institutions, ainsi de suite. Mais le M5 dit qu'il ne participera pas à un gouvernement d'union nationale dans ces conditions-là. La CEDEAO n'aurait-elle pas compris le problème du Mali pour que la solution ne soit pas prise? Bon, moi, j'ai beaucoup de respect pour cette organisation, la CEDEAO, dont la naissance a eu lieu dans ce pays, au Mali. Effectivement. Donc, nous avons beaucoup de respect pour l'organisation. Je l'ai dit aussi, l'organisation, pour nous, c'est comme quelqu'un qui a sa maison entre eux, des maisons de voisins. Même pour aller à ton champ, il faut traverser la maison de l'autre. Le Mali se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Je crois que tout cela nous oblige aujourd'hui à être pondérés et à écouter nos frères. Tant que c'est eux, et c'est eux seulement, je pense qu'on doit les écouter. Maintenant, quand ça va au-delà, et qu'on a l'impression que maintenant c'est des ultimatums, c'est des trucs qu'on nous met, c'est des menaces, je crois que ça, les gens se trompent. Pour cela, j'ai parlé de ce que je viens de dire. Oui. Moi, je préfère mourir en martyr que de vivre traître. Pensez que la CEDEAO n'est pas toute seule? Il y a l'implication des puissances internationales. La France, par exemple. Ben moi, je ne parlais pas d'un pays. Mais je sais que la CEDEAO aujourd'hui vit avec le monde. Elle n'est pas indépendante, la CEDEAO. La CEDEAO aussi est dépendante du reste du monde. D'accord. Notamment de la France. La France qui a des intérêts je ici. ne sais pas. Vous avez l'Union africaine, vous avez les Nations unies, vous avez beaucoup d'organisations, l'OCI, etc., etc. Ils sont nombreux. Oui, mais la France surtout, Imam. La France est un pays ami. Oui, c'est un pays avec lequel nous avons des relations historiques et stratégiques. Effectivement. Les ignorer, c'est avoir de la myopie politique. Moi, je n'ignore pas ça. Mais il faut que la France accepte que nous sommes un pays souverain. Et ça, cette souveraineté, j'en suis jaloux. Est-ce que la proposition de la CEDEAO pourrait émaner de la France? Je n'en sais rien. Il faut poser cette question à la France, à la CEDEAO. Quand vous dites que la CEDEAO, quand vous pensez que la CEDEAO, elle n'est pas indépendante, ça veut dire, est-ce que ces décisions, est-ce que vous pensez que dans le reste du monde, il n'y a que la France qui peut influencer la CEDEAO? Parce que la France a quand même assez de militaires et parfois qui meurent sur le sol malien. Ça veut dire que la France a des intérêts. L'une des revendications du M5-RFP d'ailleurs, c'est le fait que la France veuille maintenir IBK au pouvoir parce que IBK défend mieux les intérêts français sur le sol français. Mais sur ce plan, la France se trompe dans ce cas. Ok. Je pense aussi à quelqu'un qui menace vraiment les intérêts des Français, c'est ceux qui gouvernent mal dans ce pays. Parce que c'est cette mauvaise gouvernance qui irrite le peuple. Et nos autorités, ils profitent de ça d'ailleurs pour s'abriter derrière ça et faire croire aux Français, non, les DICO là, les ceci, cela, c'est eux là qui jouent la carte anti-française, etc., etc. Ils veulent... Non, moi je pense réellement que nos dirigeants cachent leur carence et leur faiblesse derrière tous ces arguments fallacieux pour essayer de tromper l'opinion internationale. Et la France n'a pas intérêt à comprendre ça comme ça. Vous pouvez, je le dis, je le retiens. Moi, je suis un individu, ma vie ne coûte rien.
Peut-être si je meurs demain, il y aura des millions de dicots dans le pays. Mais ce que je tenais à dire, ceux pour lesquels on m'a diabolisé, on m'a qualifié de je ne sais pas quoi et quoi, je dis ce qui est au fond de moi. Je pense vraiment, même la lutte qu'on est en train de mener contre le djihadisme, on se trompe de la manière dont il faut mener cette lutte. Vous ne pouvez pas mener une lutte dans un pays au nom d'un peuple qui n'est pas impliqué dans cette lutte. Et vous ne pouvez pas la gagner. Pas possible. D'accord. Vous ne pouvez pas la gagner. Et nos dirigeants, c'est ce qu'ils font. Laissez les gens venir ici et régler le problème sur notre sol, dans notre pays, dans nos villes, dans nos villages, mais que nous-mêmes, personne ne dit rien. Dès que vous vous intéressez à ça, on vous considère comme étant quelqu'un qui a d'autres ambitions. Non. Justement, parlons d'ambition, Imam. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Vous savez, l'ambition que j'ai, c'est que le Mali soit un pays digne, un pays qui retrouve son honneur, sa dignité. C'est la seule ambition que j'ai. Oui, ça peut passer par vous, dirigeants politiques. Ça peut passer par moi pour la lutte que je mène, mais pas pour être demain à Koulouba comme les gens le pensent. D'accord. Donc c'est Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont lutté pour ce pays, qui n'ont pas été à Koulouba. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie, qui n'ont pas été des présidents. Oui, il ne suffit pas d'être, de lutter pour la vérité pour qu'on vous traite d'être seulement quelqu'un qui ne vise que Koulouba, qui ne vise que pouvoir. Non. Il y en a qui pensent que vous avez des ambitions que vous n'avez pas encore dévoilées. Mais ils le disent, c'est vrai, on m'a fait... On dit que vous êtes maintenant au chômage, ce qui n'est pas faux, parce que vous avez été 11 ans responsable de l'institution islamique, effectivement, et que depuis maintenant, vous n'êtes plus dans les... Vous n'êtes plus dans rien. Écoutez, ceux qui pensent que j'étais dans le chômage, ils ne connaissent pas. Moi, là où j'étais là, mais je ne percevais pas un franc. Ok. Président du Haut Conseil, je n'avais pas de salaire. Ok. Va aller leur demander, c'est un travail bénévole. Effectivement, mais au moins c'était une institution reconnue par l'État. Aujourd'hui, vous n'êtes dans aucune institution reconnue. Mais je vais vous dire tout simplement, je veux que vous m'entendiez et que vous écoutez ça bien. Je le dis, c'est dans un média que je suis en train de le dire. Vous savez, au Haut Conseil, j'étais là-bas jusqu'à quitter, je n'ai pas reçu une seule fois une subvention de l'État malien. Et moi, je n'avais pas de salaire. Pendant 11 ans. Même pas le ticket d'essence, je n'en avais pas. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Le coursier qui était là, le gardien, c'est moi qui me débrouille pour les payer. Donc, ce n'est pas un problème. Quelqu'un qui était dans des privilèges, il était dans d'autres trucs, il a quitté, maintenant il fait une guerre. Non. Moi, pendant que j'étais dans le Haut Conseil, ça me retenait beaucoup. Parce que le fait que j'étais président de cette institution, il y a des choses que je ne pouvais pas me permettre. J'avais quand même un devoir de réserve par rapport à beaucoup de situations. Effectivement. Parce que le Haut Conseil, il faut qu'on se comprenne. Quand nous avons conçu le Haut Conseil et que le gouvernement a accepté que le Haut Conseil soit, il y a des choses de garde-fou que nous avons mis pour que le Haut Conseil ne soit pas un instrument de l'État. D'accord. Ce n'est pas une nomination. Ce n'est pas l'État qui désigne le président du Haut Conseil. C'est la communauté musulmane qui se réunit dans toutes ses composantes pour faire un congrès, pour élire le président du Haut Conseil islamique. Ah, ok. Et le Haut Conseil joue le rôle d'interface. Ce n'est pas un instrument du gouvernement qui doit forcément jouer seulement la position du gouvernement. C'est ça l'erreur qui arrive à certains. Parce que cette lecture qu'ils ont de la chose, le gouvernement a toléré, a accepté qu'il y ait un instrument. Parce qu'après la démocratisation du système et l'ouverture et le multipartisme, il y a eu des multitudes et des centaines, voire même des milliers d'associations islamiques. Donc il fallait trouver un organe fédérateur qui va jouer le rôle d'interface entre l'État et la communauté musulmane, pour que les interlocuteurs ne soient pas
multiples. L'idée vient de là-bas, parce qu'on pense qu'à travers le Haut Conseil, vous avez bénéficié du soutien des pays du Golfe, par exemple l'Arabie Saoudite, qui vous finance et qui voudrait d'ailleurs que vous créiez cet État islamique au Mali. Imam Dicko, vous arrivez, ça vous fait rire? Mais ça me fait rire. Hein. Pourquoi ça vous fait rire? Ça me fait rire parce que je pense réellement, je l'ai écouté, j'ai vu même des articles dans des journaux que je respectais beaucoup, comme Jeune Afrique, qui dit que moi j'ai beaucoup de réseaux, que j'ai des réseaux dans les pays du Golfe, que dans... C'est faux. Mais écoutez, ça m'a fait rire tellement qu'il y a des pays qu'il a cités, je n'ai jamais mis pied. D'accord. Je n'ai jamais été au Qatar, par exemple, jusqu'aujourd'hui où je vous parle. À Abu Dhabi, j'ai été une seule fois où un éminent, vraiment, ouléma, une éminente personnalité qui est Abdallah Ibn Bayya, un Mauritanien d'origine, qui a un truc, un club qui milite pour la paix et le dialogue entre les différentes religions. Il fait des colloques. Il m'a invité une seule fois, j'ai été, sinon je n'ai jamais vu les Émirats arabes. En Arabie Saoudite, j'y étais, mais allez-y demander aux Saoudiens dans quelle année ils m'ont financé, dans quoi. Mais nous sommes dans un monde où tout ce qui se fait, c'est ça. Oui. Moi, je n'ai même pas de compte bancaire. À Bamako, on va voir toutes les banques, tu n'auras pas dans une seule banque, là où il y a le compte bancaire de M. Dicko. Moi, je vis comme tu me vois. Si j'ai 500 000 aujourd'hui, je mets ça dans ma poche, je mange, le reste, je donne aux pauvres. Je partage ça avec eux. Je suis né comme ça, j'ai trouvé ça comme ça. Je suis fils d'imam, petit-fils d'imam, je ne connais que ça. Mais la création de l'organisation CEMAS ne facilite pas aussi les choses. Parce que coïncidence, c'est quand vous quittez le Haut Conseil que des jeunes se réunissent, proches de vous se réunissent pour se réclamer de votre idée. Et que pourtant, ce sont des jeunes politiques qui ont envie d'être des députés, des ministres, et ainsi de suite. La CEMAS, quel est votre rapport avec la CEMAS? Écoutez, si je vous le dis, ça va vous faire rire. Okay. Parce que difficilement vous puissiez me croire. Non. Pardon. Et beaucoup de gens ne me croient pas quand je parle. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre certaines choses. Allez-y, on va essayer. Il y a des coïncidences, il y a des choses qui se font. Ça ne peut pas se comprendre. Je vais révéler quelque chose qui est un secret aujourd'hui. Mais les acteurs vivent. Je ne voulais pas le dire dans les médias, a fortiori les médias étrangers. Mais je suis obligé par honnêteté pour le dire. Pour vous dire qu'il y a des choses qui m'arrivent comme ça, et je me retrouve au centre de la chose. Il est difficile pour moi d'expliquer comment tu es là, au hasard, c'est pas possible. Tu l'as voulu. En 2012, le président Amadou Toumani Touré, c'est moi, quand il nous a invités en tant que Haut Conseil islamique autour de quelque chose, je lui ai posé la question. J'ai dit, Monsieur le Président, au nord de notre pays, aujourd'hui, ça ne va pas. D'habitude, les rébellions, ils ont de revendications d'ordre politique, économique, mais maintenant, on parle même de religion. Okay. Mais qu'est-ce que tu en penses? Nous sommes l'organe qui est là, qui parle au nom de la religion. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ça? Okay. Celui qui m'a répondu, il est vivant, hein, il est à Bamako encore. Oui, le président ATT. Absolument, il est vivant. Il m'a dit, tu sais, toute cette affaire-là, ça tourne autour d'un homme. J'ai dit, mais il est qui cet homme? Il m'a dit, c'est Iyad. Agali? Oui. Okay. Il a dit, mais Iyad, président, vous le connaissez? Vous avez fait de lui-même un vice-consul. Il était votre collaborateur. On le connaît tous. Il était là, sa maison est là, ses frères sont là, tout le monde est là. On se connaît tous. Pourquoi on ne cherche pas ce monsieur-là à l'attraper et parler avec lui pour lui dire qu'il est en train de nous amener dans une aventure sans issue? Qu'on lui parle. Maintenant qu'il parle de l'islam, nous, on peut lui parler. Parce que moi, quand je le connaissais, il n'avait rien d'islam. Voilà. D'accord. Mais puisque maintenant il est devenu islam, on peut lui parler. D'accord. Attendez qu'on lui parle. Il m'a dit d'accord. Nous sommes redescendus. On a constitué une commission pour chercher à établir le contact avec les gens de Kidal. Parce que alors c'était
le chef même de tribu de Kidal, qui était le président régional du Haut Conseil islamique. D'accord. Nous avons établi alors, une relation avec lui pour qu'il nous facilite le contact avec eux, pour qu'on puisse leur parler et faire éviter à notre pays le pire. On a fait de moi. Tous les jours, je suis avec eux. Cherchez-nous, faites-nous. Et en fin de compte, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Il m'est revenu des propos qu'on a attribués au président, qui m'ont très très choqué. Et j'ai cherché à le voir. Je vais vous dire quelque chose, hein. C'est un témoignage. Cherchez à le voir. C'était le lundi 20 mars. Je l'ai vu vers 12h35 dans son bureau à Koulouba. Je lui ai dit, Monsieur le Président, il m'est revenu ce que vous avez dit